Et si je vous disais que l'Empire romain occidental est tombé parce qu'il y avait deux généraux barbares, un à l'ouest et un à l'est, qui ont façonné la politique de la seconde moitié du 5e siècle à un point tel qu'ils ont sapé les fondements même de Rome. Et ils l'ont sapé d'une manière qui ne pouvait provoquer rien de moins que la chute de l'Empire romain occidental. Et leurs noms? Ricimée et Aspar. Je crois que l'Empire romain ne serait pas tombé de la manière dont il l'a fait, si Rome avait réussi à agir de manière forte et unie dans les temps chaotiques des migrations du 5e siècle. Mais au lieu d'agir d'une manière unie, l'Empire romain a plutôt succombé aux guerres civiles au milieu des invasions barbares et ainsi, au lieu de combattre contre les envahisseurs germaniques d'une seule voix, les Romains se sont souvent battus entre eux, ce qui a épuisé l'Empire en main-d'œuvre et en ressources militaires. Tout ce temps, dans de nombreux cas, les envahisseurs germaniques étaient ainsi libres de piller et de piller impunément, car les armées romaines, plus souvent qu'autrement, étaient occupées à se battre entre elles. Et dans ce chaos total, une image a commencé à se dessiner, à savoir que les Romains, maintenant pour compenser les pertes constantes de main-d'œuvre romaine, devaient progressivement recruter un plus grand nombre de troupes germaniques dans le service militaire romain. C'est une pratique qui a déjà commencé assez tôt. En fait, de nombreuses troupes auxiliaires dès l'époque d'Auguste étaient recrutées parmi les tribus germaniques. Cependant, plus tard, surtout après la défaite à la bataille d'Adrianople, les hommes romains étaient vraiment difficiles à trouver pour le recrutement, et donc de plus en plus de troupes germaniques faisaient partie de l'armée romaine. Maintenant, cela avait l'avantage immédiat d'accroître considérablement la puissance de combat de l'armée romaine, car ces mercenaires germaniques étaient des combattants très féroces. Mais bien sûr, cela avait l'inconvénient que la loyauté envers l'Empire romain n'était pas aussi forte que celle des Romains natifs, et plus souvent qu'autrement, ils étaient plus loyaux envers leurs propres tribus et chefs. Et c'est ainsi que, à partir du IVe siècle, nous verrions des officiers germaniques gravir les échelons des armées romaines. Parfois, cela s'est avéré être une bénédiction, car certains d'entre eux étaient vraiment extrêmement compétents et extrêmement loyaux. Un tel exemple est bien sûr le héroïque Flavius Stilicho, le demi-vandale qui a presque sauvé seul l'Empire romain occidental. Mais, malheureusement, nous le savons, il a été trahi et tué par l'ingrat empereur romain d'Occident Honorius. Au fil du temps et du chaos qui s'accroissait, en particulier dans la moitié occidentale de l'Empire romain, des figures germaniques commencèrent à gravir les échelons de l'armée de l'Empire romain, dont la loyauté était douteuse au mieux et carrément traîtresse au pire. Dans l'ouest, après la mort d'Aetius, l'officier barbare à moitié Soavi, à moitié Wisigothe Ricimée était parvenu à gravir les échelons de l'armée romaine, à un tel point qu'en 457, il fut nommé magister militum de tout l'Empire romain d'Occident, avec des conséquences désastreuses pour cette partie de l'Empire romain, comme je l'ai exploré dans d'innombrables vidéos sur cette chaîne. Ricimée était une figure si importante dans les 2 dernières décennies de l'Empire romain occidental et s'est mêlé à tant d'affaires qu'il est presque impossible de faire une vidéo sur les événements après les assassinats d'Aetius et de Valentinien III en 454 et 455 respectivement, sans mentionner son nom. Et ici, nous pouvions voir de manière impressionnante ce qui se passe lorsqu'un chef germanique parvient à obtenir le plus haut grade militaire d'un empire. Il n'agirait pas dans l'intérêt de l'Empire, mais dans son propre intérêt et celui de ses allégeances allemandes. Ricimée a tué des empereurs sans nombre, directement ou indirectement, mais aussi des généraux rivaux. Nous savons certainement qu'il a tué l'empereur noble et héroïque Majorien, qui avait été la grande espérance pour la restauration de l'Empire romain occidental. J'ai fait une trilogie entière sur ses efforts, car il a presque réussi à accomplir cet exploit impossible. Plus tard, on pense qu'il a empoisonné l'empereur Libius Séverus, en raison de son incapacité à renforcer les liens avec l'Empire romain d'Orient. Il a certainement tué directement ou indirectement plus tard l'empereur Anthemius, un autre bon empereur qui avait essayé de restaurer l'Empire romain occidental.
Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, alors vous adorerez certainement les magnifiques bagues et autres accessoires romains détaillés à la main par la boutique SPQR. Ces gars font des articles vraiment incroyables, soigneusement faits à la main, et vous trouverez certainement quelque chose dans leur magasin, lien dans la description. Et ils font même sonner le seul et unique canal officiel Majorianus, que vous pouvez commander en bronze et même en argent pour honorer l'héritage de l'empereur Majorien. J'aime à penser que Majorien serait fier s'il pouvait voir cela. Avec le code Majorianus, vous obtenez même une remise de 10% sur chacun de leurs articles, alors allez voir leur incroyable magasin. Et vous pouvez maintenant commander des produits Majorianus, comme des tasses ou t-shirts sur ma page officielle, dont le lien est bien sûr dans la description. Julius Valerius Majorianus serait très surpris de voir tous ces articles, et Ricimé serait très jaloux, car il n'obtient pas un seul article. C'est incroyable, allez-y et regardez. Mais il est également fortement cru que Ricimé a fait tuer Marcellinus de Dalmatie, le puissant magister Militum de Dalmatie, qui était depuis longtemps son rival. Et il pourrait également avoir quelque chose à voir avec l'éventuel assassinat du magister Militum Bergalia à Aegidius, bien que cela soit quelque peu contesté. Mais même s'il n'a pas tué Aegidius, cette série incroyable d'assassinats a laissé l'Empire romain occidental dans un état désastreux. Chaque tentative de restauration a été subvertie par Ricimé. À chaque fois qu'il semblait que l'Empire pouvait se stabiliser ou même se rétablir, Ricimé agissait rapidement de la manière la plus perfide possible et ainsi annulait tout progrès. Et après les interventions peu glorieuses de Ricimé, l'état de l'Empire était chaque fois beaucoup pire qu'avant. Après Majorien, toutes ces conquêtes ont été immédiatement annulées en raison de l'inaction de Ricimé. Après Sievrus et Anthemius, l'Empire occidental avait encore moins de territoire qu'auparavant. Et lorsque Ricimé est finalement mort et a débarrassé l'Empire occidental de son plus grand malfaiteur, il était déjà trop tard. Parce que, à cette époque en 472, Ricimé avait déjà semé la désolation et la destruction pendant 15 ans consécutifs, une série ininterrompue d'assassinats et de complots et d'autres actions désastreuses, telles que son sac de Rome en 472, avec des effets désastreux pour l'Empire romain occidental. Ainsi, 4 ans seulement après sa mort, l'Empire romain d'Occident n'était plus. Et c'était en grande partie grâce aux actions de Ricimé. Mais entre-temps, à l'Est, fascinant, pendant la plus longue période de temps, la situation n'était pas beaucoup mieux. Parce que alors que Ricimé, le général germanique descendant des Suèves et des Visigoths, faisait des ravages à l'ouest, à l'est, le général germanique descendant d'Aspar faisait de son mieux pour être le Ricimé de l'Empire de l'Est. Nous pensons souvent que, alors que l'Empire romain occidental se détériorait de plus en plus, les jouissait de la paix et de la stabilité. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Comme je l'ai montré dans cette vidéo ici, l'Est n'a pas survécu en raison d'un génie militaire supérieur ou d'une plus grande habileté au combat. En fait, cela se résumait principalement à une combinaison de géographie avantageuse, de l'excellente situation de Constantinople, de chance et de provinces plus riches. En effet, nous sommes surpris de constater que l'Aie a également eu sa part de usurpateurs et de chaos et qu'il a également été subverti par des généraux barbares. Le puissant magister Militum Aspar était le chef militaire dominant à l'époque où Ricimé sévissait dans l'Ouest. En fait, Aspar, qui était d'ascendance moitié alane, moitié gothique, avait été la figure militaire dominante de l'Est depuis de nombreuses décennies. Dès 424, il a joué un rôle déterminant dans la défaite de l'empereur romain d'Occident Jean, qui avait pris le trône romain d'Occident après la mort de Honorius. Aspar et son père Ardaburius ont réussi à vaincre Jean en 425 et ainsi mourut ce très bon empereur, dont je ferai bien sûr une vidéo dans le futur, car il mérite vraiment une. Au lieu de l'assez capable Jean, nous avons alors eu Valentinien III, qui, comme nous le savons, n'a pas exactement révélé être un empereur capable. Ainsi, sans le savoir, Aspar aurait déjà condamné l'Empire romain occidental en aidant à remplacer un bon empereur par un incapable,
qui régnerait pendant une stupide période de 30 ans, où, comme Honorius, dans la plus pure tradition de la dynastie théodosienne incompétente, il continuerait à régner avec une grande inefficacité et de terribles décisions. Aspar, après cette victoire, a encore gravi les échelons de la milice romaine de l'Est. En 432, Aspar fut alors envoyé par Théodose II pour aider le comte Boniface en Afrique contre les Vandales. Aspar s'est joint au comte Boniface contre Gesric, mais ils ont tous les deux été vaincus par les Vandales, et ainsi les Vandales ont pu continuer leur conquête de l'Afrique. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas la faute d'Aspar. En fait, dans ce cas, sa loyauté envers l'Empire romain est louable. Il est possible qu'il ait vraiment essayé de combattre les Vandales, mais il se peut aussi qu'il n'ait été qu'à moitié motivé, car les Vandales étaient des parents des Alains, dont il était lui-même issu. Plus tard, les actions d'Aspar donneraient plus de crédit à cette théorie. Malgré cette défaite, Aspar parvint à être nommé consul de l'Est par Théodose II en 434. Ainsi Aspar a acquis encore plus de pouvoir et d'influence. En 450, Aspar a été ordonné d'attaquer les Huns avec une considérable armée romaine orientale, mais a été défaite de manière décisive, ce qui a entraîné de lourds paiements de tribut aux Huns. Cette même année, Théodose II est mort dans un accident de cheval, et l'heure d'Aspar était venue. Le domesticus, c'est-à-dire l'assistant personnel d'Aspar, un certain Marcianus, fut proclamé empereur de l'Orient, car Aspar lui-même était d'origine barbare et en plus arien, et donc n'était pas éligible à cette position lui-même. Mais par l'intermédiaire de Marcian, Aspar pouvait exercer une grande influence. Aspar a alors nommé son fils, qu'il avait nommé Ardaburius d'après son propre père, Magister Militum per Orientem, donc grand général de l'Empire romain d'Orient. Bien que l'influence d'Aspar ait parfois pu ne pas être entièrement mauvaise, elle coûterait cher à l'Empire romain d'Orient et d'Occident dans un domaine, à savoir sa position indulgente envers les Vandales. En 455, après le sac de Rome, on pourrait penser que l'Empire romain d'Orient réagirait avec une grande indignation, lançant immédiatement une offensive punitive contre les Vandales. Mais à cause de l'influence d'Aspar, tout ce que Marcian a fait était d'envoyer un envoyé au roi vandale Gesric et de demander la libération des otages impériaux de la maison de l'empereur romain d'Occident Valentinien III, dont les membres avaient été enlevés lors du sac de Rome. Seulement 2 ans plus tard, Marcian a inversé sa position et a menacé les Vandales de guerre, mais uniquement parce que Eudokia, la fille de Valentinien III, avait été forcée de se marier à Hunric, le fils de Gesric. Mais Marcian est mort au début de 457, âgé de 65 ans, et donc cette guerre n'a jamais eu lieu. Il est prétendu que le Sénat de l'Empire romain d'Orient a choisi d'élire Aspar comme nouvel empereur, malgré son héritage et sa religion arienne, mais il est prétendu qu'Aspar a refusé avec les mots « Je crains qu'une tradition de gouvernance ne soit initiée par moi ». Cependant, cela aurait aussi pu être une propagande romaine orientale. Et il n'a pas choisi le candidat le plus logique pour le trône de l'Est, à savoir Anthemius, le gendre de Marcien, qui deviendrait plus tard empereur romain d'Occident, et il n'a pas non plus choisi son propre fils Ardaburius, mais a plutôt choisi Léon, un officier de 50 ans commandant une unité de 2 armées de terrain basées près de Constantinople, pour devenir le nouvel empereur romain d'Orient. Maintenant, alors que Marcien semblait souvent être sensible à l'influence d'Aspar, Léo s'avérerait très indépendant et cela mènerait à des affrontements fréquents entre le nouvel empereur de l'Orient et le vieux général barbare. Peut-être Aspar avait-il espéré qu'il pourrait contrôler Léo aussi bien qu'il avait pu contrôler Marcien, mais cela s'avérerait être une terrible erreur de sa part. Ainsi, alors que jusqu'à ce point, l'influence d'Aspar sur les empereurs romains de l'Est et ses politiques était certainement bien meilleure pour l'Empire romain que celle de son homologue de l'Ouest, il allait maintenant arriver le moment où ce serait Aspar lui-même qui condamnerait l'Empire romain de l'Ouest et presque Léo aussi. C'était en 468 que l'influence d'Aspar, le général romain d'Orient germanique, s'avérerait incroyablement désastreuse pour tout l'Empire romain.
Cette année-là, l'empereur romain d'Occident Anthemius, qui au lieu de devenir empereur de l'Est, était maintenant empereur de l'Ouest, avait organisé une énorme opération navale avec Léon et Marcellinus de Dalmatie. Rien de moins que la reconquête de l'Afrique vandale n'était l'objectif de cette force navale incroyablement grande de 1100 navires amassés en grande partie par l'Est, mais renforcés par Marcellinus de Dalmatie et peut-être avec quelques navires envoyés par Anthemius. Et en effet, tout se déroulait comme prévu et Genséric était presque vaincu. Cette force était si débordante. J'ai parlé en détail de cette opération navale souvent négligée de l'Antiquité dans cette vidéo ici. En fait, il est souvent oublié que la victoire était presque à portée de main. Marcellinus et Heraclius, un autre commandant des forces de l'Est, avaient fait d'excellents progrès et la principale force navale des Vandales avait été complètement détruite, et ainsi Genséric sollicitait la paix. On pense maintenant qu'Aspar était également présent à cette opération, et ici son influence s'avérerait désastreuse pour l'Empire romain. Aspar craignait que si cette opération était couronnée de succès, l'empereur Léon acquérait trop de pouvoir et qu'il ne lui resterait alors aucune chance contre lui. Parce que les tensions entre Aspar et Léo avaient augmenté progressivement au fil des années, car Léo était un esprit très indépendant et ne se laissait pas contrôler comme Martien l'avait fait pendant la plus grande partie de son règne. Et il est donc pensé, du moins par certaines sources historiques, qu'il était maintenant Aspar lui-même qui a persuadé Basiliscus, le commandant de l'opération navale, de céder aux exigences de Genséric et de l'écouter. Genséric a exigé 3 jours de paix afin de préparer sa reddition, et ainsi Basiliscus a jeté l'ancre près du Cap Bon, de bonne foi, persuadé par Aspar, mais au lieu de négociations de paix, Genséric a secrètement préparé une flotte de navires incendiaires, et lorsque le vent a tourné, Genséric a lancé les navires avec un effet dévastateur. Complètement pris par surprise, la moitié de la flotte romaine a été détruite, et Basiliscus s'est retiré avec le reste des navires, et l'opération a été annulée, et ainsi Aspar, d'un seul coup, a condamné tout l'Empire romain occidental et a mis en faillite l'Est. Parce que sans reconquérir l'Afrique vandale pour l'Empire romain occidental, il était condamné à mourir. Et l'Est avait dépensé tant de ressources pour cette opération de débarquement, qu'il était complètement ruiné pendant des décennies, et donc plus tard incapable d'aider l'Empire romain occidental dans son heure de besoin. Même à l'époque de Justinien, le désastre du Cap Bon était encore redouté. C'était une sorte de traumatisme national, et Bélisaire avait appris des erreurs de Basiliscus de ne jamais faire confiance à la trahison des Vandales. Comme nous l'avons dit, Aspar aurait pu être indulgent envers les Vandales en raison de sa descendance alane. Les Vandales et les Alains avaient toujours été des parents, et peut-être c'est pourquoi à chaque rencontre contre les Vandales, Aspar était soit vaincu, soit en retraite, soit à saboter la mission d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi il était si dangereux de laisser les généraux germaniques monter si haut dans les rangs de l'Empire romain. Oui, on pourrait avoir de la chance et vous pourriez finir avec quelqu'un comme le demi-vandale Stilicho, une exception très remarquable et un héros incroyable de l'Empire romain occidental. Mais vous pourriez aussi finir avec quelqu'un comme Aspar, ou encore pire, Ricimé. Maintenant, pour la défense d'Aspar, il n'était pas aussi mauvais que Ricimé. Souvent, il agissait vraiment dans l'intérêt supérieur de l'Empire romain. Il n'a suivi que les ordres de l'empereur romain d'Orient lorsqu'il a destitué l'empereur d'Occident Ioannis. Il a très probablement essayé d'aider le comte Boniface en Afrique contre les Vandales. Il a très probablement vraiment essayé de vaincre les Huns. Mais ses interventions ultérieures dans les affaires de l'Empire, et en particulier sa clémence envers les Vandales plus tard dans sa vie, coûteraient cher à l'Empire et tueraient tout espoir pour l'Empire romain occidental. Et ce peu d'espoir qui restait, fut alors tué par le bien pire Ricimé, le fléau de l'Ouest. Parce que alors que Léa a réussi à se débarrasser de l'influence germanique, puisque Léon avait fait tuer Aspar en 461, l'Ouest n'a pas réussi à le faire.
On croit en fait que l'empereur Dorian Léon a envoyé des envoyés à Anthemius, lui conseillant en 461 de se débarrasser de Ricimée de la même manière qu'il s'est débarrassé d'Aspar. Mais malheureusement, l'Ouest était alors dans une position bien pire, et donc Anthemius n'a pas pu tuer Ricimée. Mais en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Par conséquent, alors que l'Est s'est stabilisé et a récupéré après avoir mis fin à l'influence germanique, l'Ouest s'est enfoncé de plus en plus. Ricimée a détruit tellement le tissu même de l'Empire romain occidental en 15 ans de décisions désastreuses. Ainsi, ces deux-là, Aspar et Ricimar, ont joué un rôle crucial dans la chute de l'Empire romain d'Occident. Deux généraux germaniques, qui plus souvent qu'autrement, agissaient dans leurs propres intérêts, mettant leurs intérêts germaniques au-dessus des intérêts de l'Empire romain. Et en partie, parce que Lé a pu mettre fin à cette influence, il a survécu pendant longtemps, alors que l'Ouest est tombé. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous, afin que vous ne manquiez aucune vidéo future sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup mes amis. Et si vous voulez en apprendre plus sur la façon dont Ricimar a détruit le tissu même de l'Empire romain d'Occident, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sac de Rome très peu connu de Ricimar en 472, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Merci beaucoup et à bientôt.